Bonjour à tous, Ulrich Nisson, fondateur d'Eat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle que je suis moi-même en cétose nutritionnelle depuis 2013. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de FX, qui est l'époux de Bérénice que nous avons interviewé il n'y a pas très longtemps et qui va nous parler de son expérience du régime cétogène et du sport. Bonjour FX. Bonjour, tu vas bien? Très bien, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc, Mais c'est tu moi, vas c'est un honneur. compléter le témoignage de Bérénice avec une approche beaucoup plus sportive, une utilisation beaucoup plus sportive du régime cétogène. Oui, tout à fait. Alors, plus sportive et en même temps, même dans la découverte. En fait, Donc, euh, déjà, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Quel âge as-tu? Comment as-tu alors, découvert le régime cétogène avec Bérénice et tout ça? voilà. Donc, moi, c'est FX, donc François Xavier. J'aurai 50 ans l'année prochaine, donc 49 aujourd'hui. Euh, La découverte du régime cétogène, en fait, alors tout à l'heure, et j'ai pas eu le temps de demander à Bérénice depuis combien de temps ça fait, parce que, en fait, Bérénice a commencé en 2017 à s'y intéresser. Elle m'a donné un et- témoignage en 2018. Voilà. d'accord. Tu as Ben, commencé moi, en même temps qu'elle? j'ai commencé quelques mois après, en fait. D'accord. Quelques mois après, parce que elle m'a beaucoup expliqué. Euh, donc, mais elle me disait, je veux pas que tu le fasses sans être sûr de ce que, enfin, sans être sûr de ce que tu fais. Rien n'est jamais Mhm. définitif, mais elle me dit, je veux pas que tu fasses ça parce que je le fais. Je veux que tu le fasses parce que tu m'as écouté, parce que tu as regardé, parce que tu as lu. Euh, Tu as mais compris. Enfin, surtout voilà. parce que tu as compris comment ça fonctionnait. Ouais. Voilà, exactement. Et aussi parce que, même si Bérénice l'a fait parce elle avait des raisons personnelles ou des raisons de santé, ou, enfin, etc., moi, en vrai, j'avais aucune raison de le faire. Mhm. Donc, Pas de problèmes médicaux, pas de surpoids, non, rien de voilà, c'est particulier. ça. Alors, c'est ce qui est, enfin, je vais pas dire qui me fait rigoler, mais c'est un peu pour ça, des fois, quand je regarde toutes tes interviews, je me dis, bah, est-ce que je suis un zombie ou pas? Mais non, ça va, heureusement, il y en a d'autres qui étaient dans le même cas que moi. Mais moi, je suis cétogène, mais j'ai pas de raison. Je suis pas malade, je suis pas, j'ai jamais eu de problème de poids, tout va bien. Tout allait bien, tout va bien, et tout va encore mieux. Mais ça, ce sera plutôt la conclusion. Donc j'ai suivi d'abord parce que je suis curieux. Et puis Bérénice faisait des petits plats là, puisque Bérénice cuisine, et faisait des petits plats, et il fallait que je goûte. Et puis c'était vachement bon. Bon, et puis donc à chaque fois, puis, ça m'embêtait aussi qu'elle fasse un repas pour moi, un repas pour elle. Et comme c'était super bon, allez, on va y aller. Et puis, et en plus, donc, dans ce que Bérénice m'expliquait, je voyais plein d'avantages. Alors, je faisais déjà pas mal de sport. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être l'occasion de voir ce que ça donne Mhm. sur ce que je fais comme sport. Alors, Alors, qu'est-ce que tu faisais comme sport à cette époque-là? à cette époque-là, je fais toujours les mêmes sports. C'est D'accord. essentiellement, Mhm. je cours, et après j'ai le complément CrossFit. D'accord. CrossFit, course à pied. Tu fais à peu près quoi comme entraînement? Quelle distance tu fais? Quelle compétition éventuellement? Sur quelle distance tu fais? Alors, Course à pied. au niveau sur une semaine normale, À peu près en moyenne, oui. quand je prépare rien, en fait, en course, je sors 2 à 3 fois par semaine. Mhm. En moyenne, on va dire en moyenne 1 heure, Mhm. quand il se passe rien. Donc tu fais En, 30 km par semaine ouais, quand il se voilà, passe c'est rien, ça. quoi. Ok. Hein. Sachant que moi, enfin, dans ma philosophie avec du sport, etc., euh, le matin, je me lève à 5 heures. Faut pas que je sois sur les rotules. Je dirige une entreprise. Mhm.
j'arrive en même temps que tout le monde. Euh, il faut que je sache, il faut que je sois au taquet s'il y a un souci, s'il n'y a pas de souci, s'il y a des félicitations à donner, s'il y a des ordres à donner, etc. Il faut que je sois au taquet. Que j'ai couru 10, 20 ou 30 kilomètres la veille, il faut que ce soit ça. La priorité, Donc, c'est ton entreprise et le monde du travail. Donc, voilà, ok. exactement. Mm. Exactement. Et donc, en plus de la course, donc, je me suis intéressé au CrossFit. Donc, CrossFit, pas dans, comment dire, pas le CrossFit, je me défonce, j'arrache des poids et des poids. Non, enfin, c'est pas mon truc. Le CrossFit dans le sens sport santé. Mhm. C'est-à-dire, je bouge. Pourquoi je bouge? Parce que là, il y a une souplesse, là, il y a de la mécanique, et puis parce que le mouvement, c'est aussi la santé. Voilà, Et, tout euh, à fait. et c'est Préservation très de la bien. masse musculaire, développement, Exactement. enfin, la qualité du mouvement, une bonne masse musculaire. Et c'est dans une approche santé et pas dans une approche ni compétition, Non, pas du tout. ni exploit, quoi. Ouais. Voilà. Moi, même en course, j'ai pas du tout l'esprit compétition. Mhm. Le tout, moi, c'est de le faire et puis ça va aller. Donc, du coup, donc, côté CrossFit, donc, j'ai même poussé la chose jusqu'à faire le level 1, le level 2, donc pour vraiment comprendre. Alors, tout ce qui est. Je ne peux pas continuer parce que je ne suis pas coach sportif, je n'ai pas le diplôme qu'il faut en France. Et puis, de toute façon, j'ai mon boulot, donc je ne vais pas non plus faire plein de choses. Mais n'empêche que je suis resté quand même dans cette logique-là, avec ce sport qui touche un petit peu, enfin qui touche à tout, pas un petit peu, qui touche à tout. Et donc, dans ma routine, donc ça, j'ai 2 séances de CrossFit dans la semaine, donc 2 fois 1 heure et demie, plus tous les matins, je me lève, 10 minutes, un quart d'heure après que je sois levé, je suis dans mon garage et je fais mon wood donc pendant, on va dire, une petite demi-heure. Oh, ah oui, ça commence à Et faire. Tu après, fais les wood chez toi, plus 2 fois à la salle par semaine, plus ouais, deux ouais, ouais, fois ou ouais. 3 fois course à pied Je minimum. suis un peu accro, j'avoue. Ok. Ouais. Donc, mais donc, enfin, je pense que toute cette routine-là, pour en venir à ça, euh, je peux la faire parce que je m'intéresse au corps, je m'intéresse au bien-être. Et pour moi, justement, le fait d'être parti vers la CETO, dans ce que j'avais pu à l'époque m'informer et puis me faire expliquer par Bérénice, etc., euh, je me suis dit, bah ouais, ça c'est mon truc. C'est mon truc et je suis sûr que en allant sur cette voie-là, je vais grandir. Tu vas t'épanouir au niveau Voilà, santé avec cette voilà, nutrition. Ouais. exactement. Donc voilà Mm. pourquoi je suis parti dans ce monde-là, quoi. Ouais. Et donc, du coup, tu mets en place ce régime cétogène. Bérénice te fait à manger, c'est super Mm. bon. Donc, un type de cuisine à la maison seulement. Et comment ça se passe pour toi? Quel changement tu as vu? Est-ce que tu t'es épanoui directement dans cette nutrition? Comment Alors, ça s'est passé? moi, donc, comme tu poses souvent la question, avant, j'étais bec sucré. Aussi, d'accord. Donc, ouais, ouais, ouais. Donc, moi, un paquet de biscuits ouverts était paquet de biscuits fini. Une plaquette de chocolat, c'est pareil. Donc c'est tout. Bon, je suis toujours un petit peu comme ça, mais plus avec plus avec ces aliments-là. Euh, donc, ouais, très, très gourmand. Mais après, donc, le fait de partir dans le régime céto, donc au début, c'est vrai que j'ai ressenti un petit peu, j'ai eu un parallèle avec quand j'ai arrêté de fumer. D'accord. Ouais, c'était donc je fumais pas mal et donc il y a un sentiment de manque. On a envie d'y retourner, pas y retourner. Et puis des fois, et puis enfin moi j'ai été retourné dans le tabac, j'ai été retourné et puis
le jour où est-ce que j'ai décidé vraiment d'arrêter, parce que j'en étais arrivé vraiment à saturation, c'est tout. J'ai plus touché. Ça fait une paire d'années. C'est un peu comme l'acéto, j'oublie quelle année parce que pour moi, c'est du passé. Donc, ce qui est passé, c'est tout. Il n'y a pas besoin de compter les jours, il n'y a pas besoin de compter les mois, il n'y a pas besoin de compter les années. Et donc, le départ a été un petit peu comme ça. Je me disais, mais par contre, a été un petit peu comme ça, mais je m'étais déjà mis la barrière en disant, c'est tout, à partir de maintenant, tu prends plus de sucre, tu fais attention à ce que tu manges. Alors au début, en plus, je suis très gourmand, donc je mangeais beaucoup. Et donc parfois, c'est sûr que si on veut, et en plus, j'ai cette peut-être mauvaise habitude de ne rien calculer. J'y vais comme j'ai envie. En fait, Ça peut très bien se faire comme ça. Il n'y a pas Ouais, de voilà. problème. À l'instant, ça peut se faire. Oui. Donc je mangeais ce que j'avais envie. Je faisais attention à ce que ce soit pas, à ce qu'il n'y ait pas de sucre, etc. Donc déjà, j'ai pu apprendre aussi. J'étais très étonné au départ de trouver du sucre partout. Enfin, du Mhm. sucre et puis des glucides partout. J'avais jamais vraiment, en faisant les courses, j'avais jamais vraiment fait attention aux étiquettes. Là, bon, quand tu Ouais, commences à tu te mettre rends le compte nez en fait dedans, qu'un paquet de pâtes, il n'y a pas ouais, de sucre dedans, mais que les ah, pâtes, c'est des glucides et que les ouais, pâtes, c'est de l'amidon et que l'amidon, ça se transforme en glucose dans notre circulation sanguine. Et il y a ouais. beaucoup de gens qui ne le savent pas, ça. Hein. Non, Euh, non, non. voilà. Pareil avec le pain, les gens te disent ah, mais en France, il n'y a pas de sucre dans le pain. Non, il n'y a pas de sucre dans le pain. Mais le pain, c'est de la farine de blé tendre, c'est de l'amidon. Cet amidon, c'est des molécules de glucose. Ça finit de la même façon dans notre circulation sanguine qu'un sucre qui sera décomposé. Non. C'est la même chose. Ah ouais, ouais. Ça Et prend un petit peu de temps à apprendre tout ça. oui, et aussi les surprises. Mmh. Acheter son saucisson sec, Mmh. et tu regardes l'étiquette, et puis, mais c'est pas possible. Pourquoi ils sont allés mettre du sucre dans le saucisson? Bien sûr. Donc ça, c'est hallucinant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hallucinant, et c'est vrai que je suis tombé un peu à la renverse par rapport à ça. Et puis, mais donc ça s'est fait doucement, gentiment. Euh, Au niveau gène, euh, bon, j'ai eu un petit peu, une petite grippe, mais ça a été vraiment très très léger. Hein, Tu faisais attention au sel? Tu as fait attention au sel à ce moment-là? non, pas forcément. Voilà, donc c'est Pas pour ça que tu as forcément. dû avoir Ouais, expérimenté ouais, ça. ouais. Et là, après, j'imagine que tu as pris conscience de l'importance du sel et les problèmes Oui, disparaissent. oui, Ouais. par la suite, ouais, ouais, tout à fait. Il y a ça, et puis un petit peu de problème de mauvaise haleine aussi. Mmh. Euh, La laine est typiquement donc, liée à une cétose profonde. C'est-à-dire qu'au voilà. début, quand on arrive dans cette phase de céto-adaptation, on prive notre corps de glucides alimentaires, on est privé de glucose, en particulier dans notre cerveau. Notre foie doit construire une molécule pour remplacer ce glucose, en particulier pour le cerveau. C'est quand même énorme, hein, c'est de l'ordre de 120-130 grammes par jour. Et c'est une production de corps cétonique. Et le corps, comme il ne peut pas se permettre la moindre rupture d'approvisionnement en énergie, en particulier pour le cerveau, il surproduit des corps cétoniques. Il en produit beaucoup. Et les trois grandes molécules qui sont acétoacétate, bêta-hydroxybutyrate, donc ça, c'est les deux grands corps cétoniques utilisés. Et on a une troisième qui est exhalée, c'est l'acétone. Et l'acétone, c'est la même molécule que le produit que tu trouves au rayon bricolage, acétone. Et donc, dans l'air que tu expires, il y a une odeur d'acétone. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut détecter les gens qui sont dans un coma diabétique. Parce qu'un coma diabétique, en fait, c'est un problème de glycémie d'abord. Ensuite, il y a un problème de corps toniques qui sont produits de façon immense. Par exemple, une cétose nutritionnelle normale, on va dire qu'on est entre 0,5 et 3 millimoles. Et une acidocétose chez un diabétique, on va être à 25. C'est pour donner un ordre de grandeur. Et une personne qui va avoir un coma diabétique, qui va être allongée sur le sol, en sentant son haleine, très forte en acétone, on sait que c'est un coma diabétique. C'est ça, d'accord. Donc, c'est cette odeur en fait d'acétone qui passe avec le temps parce qu'une fois qu'on a terminé la phase de cette adaptation, les 15 premiers jours, on devient un véritable brûleur de gras. La quantité de corps cétonique se réduit et avec un 0,5, 1, 1,5 millimol de corps cétonique, eh ben on sent plus cette odeur d'acétone. Voilà. Généralement, elle arrive autour de 2,5, 3, 3,5 quand on est dans une cétose profonde. Ok. Voilà.
La laine, c'est ça. Donc il y a eu ça, et puis après, bon, ça s'est passé doucement en fait. Alors, au bout d'un moment, Bérénice m'a fait prendre conscience de la quantité que je mangeais, et elle voulait que je prenne conscience aussi, même sans aller vraiment dans le détail, du poids de la quantité de protéines, de Mhm. lipides, etc. que je mangeais. Alors, pendant 15 jours, je sais plus ce que c'était. J'avais une application et puis je pesais mes aliments et tout ça. Mais bon, enfin, ça m'a appris, mais Mais c'est très bien au c'était niveau vraiment pas mon truc. pédagogique. Au Oui, niveau tout à fait. pédagogique, c'est très bien parce que les gens, ils savent pas. Il y a Non, beaucoup du de tout. gens, Du 20 tout. grammes de protéines, pour eux, c'est 20 grammes de viande. Non, Ouais, dans 20 grammes de viande, il n'y a pas 20 grammes de protéines. Non, mais il faut ouais, je sais. l'apprendre. Ouais, ouais. Et ces applications, moi, on recommande que Chronometer, mais il y en a d'autres qui le font. Chronometer est vraiment une très bonne application, d'abord pédagogique. On sait où Ouais, trouver ses macronutriments et ses micronutriments. ouais, c'est ça, c'est ça. Mm. Donc, donc là, bah, c'est vrai que ça m'a appris, donc surtout au niveau des quantités. C'est une prise de conscience en fait. Et puis bon, et puis après ça s'est passé. Alors les choses que j'ai vues, la chose que j'ai vue aussi le plus rapidement, c'est au niveau de la qualité du sommeil. Mm. Bon, en faisant tout ça comme sport et puis en faisant des grosses journées de boulot, puisque boulot, de lever à 5 heures, après une demi-heure de sport, et à 6 heures, je suis au boulot. Et puis, donc, jusqu'en moyenne 17 heures, 17 heures le soir. Grosse Donc, ça fait journée. des belles journées, Ouais. avec les séances de sport entre deux. Donc, c'est vrai que le soir, bon, c'est un petit peu la poupée, hein, à peine allongée, les yeux sont fermés, et puis c'est tout, quoi. Mais au- je me réveillais plus en forme. Mhm. Donc moins Moins fatigué, fatigué. c'est Ouais. bizarre de dire ça hein, quand on se réveille, mais il n'y avait pas la fatigue du réveil, quoi. Donc ça a fait du bien. Et puis après, je me suis rendu compte aussi, c'est surtout dans la course. Mhm. Donc dans la course, donc je le répète, hein, c'est comme dans le CrossFit, en fait, je veux pas arracher. C'est pas moi qui vais gagner la course. Moi, Mhm. je veux avoir le plaisir. Mhm. Donc euh, là, donc quand j'ai commencé ça, j'avais déjà fait au moins au moins trois marathons, oui, dans lesquels bah, j'ai connu le mur, comme tout, enfin comme presque tout le monde. D'accord. Donc, ravitaillement avec des barres, des gels, des choses comme Voilà, ça. Et puis, quand même exactement. un mur à 33, 35 km, Bah 38. voilà, la saturation, tu sais, de l'isostar et tout ça, là, parce que tu en as plein l'estomac. Et puis, Ouais. Ça reste dans l'estomac et ça passe pas dans l'intestin. ah ouais, Ouais. ça passe pas, et puis t'es vraiment très très mal. Et puis, donc, bah, quand j'ai commencé le marathon, je m'étais dit un par an. Et donc, du coup, bah, je suis parti faire mon premier marathon en CETO, donc avec une appréhension, comme un petit peu bah, tous les gens que Tout j'ai le monde. vus Tout le monde. voilà, en me disant, bah, qu'est-ce qui va se C'est un peu passer? comme mettre le pied sur la Lune. C'est la première fois. Il n'y a pas Voilà, de carte. Personne ne l'a déjà fait. Est-ce qu'on peut le faire? est-ce qu'on peut Bon, le je faire? sais qu'il y en a qui pensent qu'on n'a pas peut-être pas été sur la Lune. Ça reste en débat. Apparemment, c'est pas clair. Mais pour le marathon, est-ce qu'on peut faire sans glucides? Ah, Voilà, quand voilà, on l'expérimente soi-même, on est plein de questions. alors, bah, donc c'est passé. Alors pour le premier, j'avais quand même pris des petites charcuteries en fait dans la poche et tout ça. Et je dirais que par habitude, en fait, je les ai mangés pendant le marathon. Sur les deux premiers. Sur le troisième, je me souviens que c'est le troisième, puisque c'était en Belgique, et c'est un marathon où je suis parti tout seul le week-end, et celui-là, je l'ai fait pieds nus. Et donc, je m'étais D'accord. dit, allez, on y va, parce que je suis parti aussi dans ce trip-là, forcément. Très bien. Ça va avec, c'est connecté. Faut les Voilà, mettre au pied, réapprendre à courir. On peut se passer de chaussures. Tout est connecté. exactement. Ouais. Exactement. Donc, et donc j'ai fait ce marathon-là donc avec à l'eau et donc pieds nus. Et enfin, cette fois-là, j'ai vraiment été surpris. C'est que le lendemain, enfin, c'est celui où j'ai été vraiment le plus en forme depuis ceux que j'avais déjà fait. Mal nulle part. J'ai fini mon marathon. Ben, 2 heures après, j'ai repris la route.
J'avais 3 heures de route, bah, j'ai fait la route, il n'y avait pas de problème, j'étais pas fatigué, voilà, tout allait bien, quoi, tout allait bien. Ça, c'est Donc, génial. bah ouais, c'est Franchement, génial. tu te dire, c'est génial parce que scientifiquement, c'est documenté, hein. On le sait que, par exemple, sur un sportif de très haut niveau, moi, j'ai travaillé avec 18 champions du monde dans plein de domaines différents. On sait qu'on peut augmenter la charge de travail en keto de 30%. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui ont l'habitude de glandouiller, hein. C'est des sportifs Non, professionnels. Ils sont bah, déjà au taquet. Tu leur en colles 30% de plus et ils le font quand même. ouais. Donc, ça veut dire que tu peux t'entraîner plus fort, plus longtemps, etc., etc. Et c'est pareil sur le nombre de grandes épreuves. Typiquement, on sait que normalement, il y a des dommages après un ultra-trail, par exemple. Donc, il y a Mmh. un certain nombre d'ultra-trails à faire dans l'année, il ne faut pas dépasser. Et bien, on sait que quand ils sont faits en keto, ils peuvent en faire plus parce que la période de récupération est beaucoup plus rapide. Et concrètement, quelqu'un qui a fait un marathon, qui a fait plein de marathons high carb, et après il fait ses marathons en keto, bah, il se sent beaucoup mieux le lendemain et surtout le surlendemain en keto par rapport Ah à une oui, alimentation riche en glucides. c'est le jour et la nuit au niveau musculaire, bah, de toute façon, il y a quasiment plus de contractures, Ouais. une fois que tu es passé keto. Et ça, je peux le dire, d'autant que donc après, donc j'ai continué à faire les marathons. Donc les marathons, moi, tu vois, là, en vitesse, le marathon, j'ai toujours mis entre 4 heures et 4 heures et demie. Donc tu vois, c'est pas non plus, c'est pas rapide, mais c'est pas trop lent non plus, quoi. Et après, je me suis bah, toujours dans l'objectif d'aller chercher un petit peu plus. Il y a à quelques kilomètres d'ici, il y a les 100 kilomètres de Steenwerk tous les ans. Donc je me suis dit, bah, tiens, on va essayer le 100 km. Et 100 km, alors forcément, je passe les questions et les railleries un petit peu de tous les gens qui te voient. Enfin, eux sont avec leur gel, leur liquide, leur petit gâteau avant course et tout ça. Et puis toi, bah, tu es là avec ta gourde et toujours ma charcuterie, parce que j'adore la charcuterie, donc c'est tout, c'est comme ça, quoi. Et Même toi, pour le sel, typiquement, toi, il y a des gens, ils font ça avec des petits saucissons et des trucs comme ça, parce que c'est pas mal aussi pour le sel. Ça peut être une oui, façon d'apporter ouais. du sodium de cette manière. Ouais. Alors en boisson, j'étais plutôt sur des poudres d'électrolytes. Mhm. Ouais. Donc, L'important, c'est ce que je dis à tout le monde. Trouvez les bons réglages pour vous. Ne faites rien en compétition sans l'avoir répliqué avant à l'entraînement. Il y a non, des non. choses qui fonctionnent en théorie, qui ne fonctionnent pas en pratique. Moi, je l'ai vu plein de fois. Des choses auxquelles j'ai proposé. Finalement, à l'essai, ça ne marche pas. Donc, il faut trouver autre chose chez un sportif et il faut le faire à l'entraînement. C'est ça l'idéal. Pour éviter de Oui, se planter en compétition quand on bien cherche à faire sûr. une performance. Les électrolytes, il y en a maintenant, ils font tout à jeun avec le minimum d'eau, minimum d'électrolytes. Ça se passe très bien. Il y en a, ils ont des stratégies avec des apports d'électrolytes sous différentes formes. Il y en a, ils sont sur des gélules, d'autres des comprimés, d'autres des poudres qui mettent dans de l'eau, dans les ravitaillements, etc. L'important, c'est de tester et trouver ce qui marche pour vous. Ouais, ouais. Tester et puis aller aussi au ressenti. Enfin, je vois Oui, tout à fait. sur mon Tout à course, fait. tu as envie de ça, prends ça. Oui, C'est tout. il faut se faire confiance. Il faut se faire Ouais, confiance. Tu ouais, vois, il y a ouais. des trucs, des fois, qui sont stupides, hein. Les gens, ils ont envie de quelque chose pendant l'épreuve. Le corps, il manque de quelque chose. Et ben, c'est parce qu'il y a un besoin, quoi. C'est pas une idée folle, hein. Il y a un besoin. Ouais, c'est ça. Tu vois, un truc bête, mais il y a des moments, je me souviens sur les premiers 100 km, alors que j'avais arrêté le café, j'avais envie de café. Oui. Donc, donc j'ai demandé, et puis bah, c'est tout. La dame, elle m'a fait un café vite fait, et puis je suis Ouais. reparti, j'étais content comme tout, quoi. Dans le Mais genre, dans le genre truc stupide, je vais te donner un exemple qui fait tout le temps rire quand je le raconte. J'étais au marathon de Jérusalem. Bien sûr, je connaissais pas Israël, je connaissais pas la ville, je connaissais rien. Hop, on part sur la course. Alors, c'est dans la vieille ville. Et puis, je sais pas, pas très loin avant l'arrivée, une putain d'envie de cacahuètes. Mais vraiment, le truc, tu peux pas lutter contre, toi. J'imagine qu'à ce moment-là, j'avais une vraie envie de sel aussi, toi. ouais, c'est En ça. pleine course, je vois une épicerie, je rentre, je donne un billet, je prends mon paquet de cacahuètes et je le mange et je continue. Mais ça n'a pas de sens en fait, c'est stupide ce que je Non, raconte. Mais sur le moment, c'était irrépressible. non, mais c'est tout, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah, tu t'es écouté, t'as écouté ton corps, en fait. C'est tout. Voilà. Après, bon, ça demande de l'expérience. Moi aussi, le premier marathon que j'ai fait, j'avais plein de trucs sur moi qui m'ont servi à rien, mais je les ai emmenés parce que je me suis dit au cas où, on ne sait jamais, tu vois. Ouais, c'est surtout dans la tête, hein.
Voilà, et c'est ce que je dis aux gens. Vous êtes un grand sportif, vous faites des grandes courses, marathon au-delà. Bon, le semi-marathon, ça pose pas de problème, mais à partir du marathon, ça commence ça peut en Ouais. poser. Bah, si vous avez l'habitude d'emmener des gels, mettez-les sur vous. Oui. Et vous verrez que si vous êtes en keto depuis plusieurs mois, vous n'en aurez pas besoin durant l'épreuve. Mais au moins, vous les aurez sur vous au cas où vous pouvez les utiliser. Ouais, Dans votre ouais. tête, vous serez rassuré. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, Donc, tu fais tes 100 km. alors ouais, j'en ai fait 3. Et là, cette année, comme je me suis dit, bon, 3 des 100 km, on va essayer autre chose. Donc cette année, j'ai fait un 24 heures. Ah ouais, là, ça commence Ouais, à causer quand même. ouais, ça commence à piquer un petit peu. Ah ouais, ça rigole plus là. Alors, j'ai fait ça dans la Somme. Alors, parce que je trouvais que c'était, même dans la préparation, il y Sur a une non piste seulement. d'athlétisme, c'était sur quoi? Une piste d'athlétisme? C'était en fait dans un village et c'était des Ouais. boucles de 900 mètres. Ouais, parce que franchement, le parrain de notre site, c'est Zach Bitter, qui est un des pionniers sur le régime cétogène et la course à pied. Puis juste pour rappel, qui est recordman du monde, il a son propre record du monde. Il en a tapé 2 d'ailleurs. Et quand je les vois sur la course, le solstice, là, donc 24 heures sur un anneau de 400 mètres, je ne sais Ouais. pas, ne serait-ce que psychologiquement, comment ça doit être Ah difficile. ouais, ouais, bah ouais. Limite, tu fais un ultra trail de 24 heures dans les montagnes, bon, ok. Là, c'est Tu vois un le anneau, paysage. tu Mais n'arrêtes là, pas, c'est quoi. toujours la même chose. Ouais, ouais, Une c'est clair. machine. Une machine. C'est ça, mais tu te mets en mode machine et puis et en fait, enfin, j'ai été surpris, ça a bien passé, quoi. Ça a bien passé. Et par rapport donc à l'alimentation et tout ça, j'ai pas eu, y a pas eu de coup de barre, il y a pas eu j'ai pas eu de mur, j'ai pas eu besoin de m'arrêter. Sur les 24 heures, je crois qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais quand même me reposer un petit peu. Alors, j'ai mis un truc aux oreilles, tu sais, les siestes express en 10 minutes, là. Ah Euh, ouais, d'accord. donc, Ouais. c'est tout. Je me suis posé. Et puis c'est parti, quoi. Donc, je me suis reposé de ça. Après, de temps en temps, je m'arrêtais pour grignoter un petit truc. Alors, dans ce qu'il y avait à grignoter, ben, toujours ma charcuterie. Bérénice m'avait concocté quelques petites choses, des petits gâteaux céto, des choses comme ça. Donc là, je piquais vraiment à l'envie. J'ai essayé les produits Olifat. Mhm. Donc les pochons, c'est sympa, les pochons salés, là, les bars. Après, j'ai pas On aimé, mettra j'avais la essayé. vidéo d'interview d'Alvaro, qui est le Ouais, patron fondateur de l'IFAT. oui, je On l'ai regardé commentera cette l'autre jour, ouais, vidéo. ouais, 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 ouais. ouais. Et il y a que la poudre pour la boisson. J'ai pas. Oui, les électrolytes. Maintenant, ils se sont lancés dans Ouais, les ouais. électrolytes aussi. Ouais. Et Mm. ouais, ça j'ai pas trop aimé ça. Enfin, puis ouais, ça m'a pas plu. Sur la course, dans l'instant présent, en fait, ça m'a pas plu. Mhm. Et donc, bon, ben, en L'important dans fait, les électrolytes, c'est vraiment de trouver le bon équilibre sodium-potassium. Alors, on pourrait considérer une multitude de micronutriments dans les électrolytes, sodium-potassium étant la base. On peut ajouter du magnésium, on peut ajouter du calcium, on peut ajouter plein de choses, du cuivre, du zinc, de l'iode, etc. Parce que dans la transpiration, en fait, quand tu es un sportif de niveau professionnel, que tu transpires beaucoup, que tu vas amener tout ce qu'il faut, maintenant, de plus en plus, ils font des analyses de sueur. Donc concrètement, c'est comme tes urines en fait. Ce qui part dans tes urines, bah, il faut le remplacer. Et ce qui part en ta sueur, il faut la remplacer aussi. Et on s'est aperçu qu'il y avait une très grande différence d'un athlète à un autre dans sa transpiration. Et donc, ils arrivent maintenant avec des électrolytes qui remplacent exactement tout ce qu'il y a dans la tout transpiration. ce que tu as, d'accord. Voilà ce qu'on arrive. Mais alors, du coup, l'équilibre sodium-potassium est difficile à trouver. Moi-même, j'ai fait tous les tests en long, en large et en travers, y compris des trucs stupides. Aller me réalimenter avec de l'eau de coco, très riche en potassium, pauvre en sodium, etc. Alors là, c'est une catastrophe. Si tu veux te flinguer, tu prends ça. T'es tranquille. T'es D'accord. une larve. T'es hyper mou, ça avance plus. Hein. Et j'ai fait ça, mais il faut le faire pour savoir. Et jusqu'où tu peux aller. Et tu t'aperçois que l'équilibre entre le sodium et le potassium, ben, il est différent d'une personne à une autre. Alors moi, j'aime bien les choses relativement équilibrées, c'est-à-dire pas trop pauvres en potassium, mais chez certaines personnes, ben, presque un sodium pur, donc du sel, chlorure de sodium, suffit avec peu de potassium. Et chez d'autres, c'est l'inverse. Mais le magnésium est important aussi parce que le magnésium rentre dans la production d'énergie. Tu sais que les calories, les macronutriments, tout ça, on s'en fout. À la fin, ça arrive dans la cellule et on utilise une molécule qui s'appelle l'ATP. L'ATP, c'est le seul carburant du corps. La cellule utilise de l'ATP.
Et pour former cet ATP, il faut des micronutriments. Et le premier, c'est le magnésium. C'est pour ça que le magnésium, chez le sportif, est encore plus important que chez la personne sédentaire. Plus tu fais de sport, plus tu fais d'efforts, plus tu as besoin de magnésium. Voilà. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte pour les électrolytes. D'accord. Ah ouais, bon, donc je me trompe pas en prenant du magnésium Non. régulièrement. Ah oui, c'est clair. On peut Euh, considérer que 80% des occidentaux sont carencés en magnésium et ont une base de 400 mg, c'est pas débile. Donc, ils n'arrivent pas, 80% n'arrivent pas à 400 mg. Chez l'athlète, moi, tous les athlètes pros avec qui je bosse, ils sont souvent tous au-dessus du gramme, au-dessus de 1000 mg. oui. Donc le magnésium, c'est Ouais. super important. Ah Ouais. ouais, ouais. Et c'est vrai, le peu de fois où j'en prends pas parce que j'ai oublié d'en racheter ou n'importe quoi, je suis souvent sujet à crampes, à des crampes. Oui, bah, parce qu'en fait, c'est une sorte de stock que tu épuises. Donc, quand les crampes arrivent, c'est que tu passes le seuil minimum, la Mhm. crampe arrive. Et Ouais, donc, d'accord. se repléter en magnésium, ça prend du temps. Il faut du magnésium de bonne qualité, différentes formes de magnésium. On peut le faire avec de la nourriture. C'est pour ça que moi-même, je suis en carnivore diète, tout le monde le sait, ça fait des années, etc. Mais de l'autre côté, j'ai toujours apprécié les jus de légumes. Les jus de D'accord. légumes chez un sportif, même en carnivore diète, c'est-à-dire ça sera sa seule exception, ça peut être intéressant au niveau des minéraux. Pour repléter en minéraux, c'est pas idiot. D'accord. Voilà. Y compris même en compétition pour se ravitailler dans les compétitions. Voilà. Ok. Ok. C'est facilement absorbable. C'est des molécules en fait qui sont parfaitement biodisponibles. Contrairement des fois à certains suppléments qui sont un peu difficiles. Pas... Toi, le magnésium, par exemple, il y a des dizaines de formes de magnésium différentes. En supplément, on trouve facilement au moins 12 formes différentes qui ont des objectifs différents. Tu peux utiliser du simple chlorure de magnésium qui va t'aider, par exemple, si tu es constipé, ça va rester dans l'intestin, ça va aider la paroi intestinale, etc. Mais c'est un magnésium qui va absolument pas servir pour ton cerveau, par exemple. Oui, d'accord. À côté de ça, tu peux avoir d'autres formes de magnésium, tel un bisclinate de magnésium, qui va être, lui, parfaitement utilisable pour ton cerveau. Donc, selon les objectifs des compléments en magnésium, il y a des formes différentes. Mais la nourriture, ça reste toujours la forme la plus absolue, la plus parfaite. Et le jus de légumes, c'est une façon d'amener pas mal de micronutriments pour le sportif. Ouais. Bien. Moi, j'aime bien ça. Bon. Ah, super. À essayer. À essayer, ouais, tout à fait, tout à fait. Alors après, donc, oui, le challenge donc 24 heures, c'est fait. Et il y a aussi quelque chose enfin, que je trouve important, c'est en ayant fait ça, j'ai fait aussi un autre challenge. Ça, c'était avant le challenge des 24 heures. Alors, c'était pas de la course, là, c'était plus en sport. J'avais un ami qui voulait battre un record du monde en challenge sportif. Et en fait, le challenge, c'était 48 heures de sport non-stop. Un seul sport ou Euh, plusieurs sports? Alors, en fait, c'était un cycle. D'accord. C'était un cycle de 6 heures. Et à Mhm. chaque fin de 6 heures, on recommençait. La première heure, c'était du vélo. Il fallait être du vélo intérieur, hein. Il fallait être dans les 20 km sur une heure. La deuxième heure, alors je ne sais plus si je le dis vraiment dans l'ordre, hein, mais la deuxième heure, c'était 20 jumping jacks à la minute pendant une heure. Oui, Ensuite, d'accord. on sortait courir, il fallait faire un petit 10 km. On rentrait, c'était 10 pompes par minute pendant une heure. Ensuite, là on est au 4. Le 5, c'était 5 développés couchés à 50 kg toutes les 2 minutes pendant une heure. Et le dernier, c'était 20 mouvements d'abdos par minute pendant une heure. Et donc, Voilà. Ça, on a repris ça pendant 48 heures, en fait. d'accord. Et donc, Sympa. ça, j'y suis allé. Quand j'ai su ça, j'ai dit, bah ouais, on y va. Bérénice, d'ailleurs, je ne sais pas si elle en a parlé, mais Non. elle a fait ça, je crois, pendant une trentaine d'heures. Ah Euh, ouais, ouais, chaud. ouais, ouais. Ouais. Et moi, j'ai fait les 48 heures. Et donc, tout ça pour dire, parce que j'ai ressenti la même chose sur les 24 heures, c'est que, alors, autant en cétose, donc tout à l'heure, je disais, on dort bien, mais je trouve que on gère vachement mieux aussi le sommeil, dans le sens où est-ce que bah, je suis en mouvement, je ne dois pas dormir parce que pendant les 48 heures, j'ai pas dormi. Pendant les 24 heures, j'ai pas dormi. Je me suis arrêté juste 10 minutes. Mais et je trouve qu'on sait gérer. Alors, je pense,
mais après, c'est que de la déduction. C'est que comme on récupère plus vite, euh, il y a la longévité qui vient avec. Non, c'est pas exactement ça. L'explication de ça est simple. Tu as ce que je te disais tout à l'heure, la molécule énergétique chez le corps humain, c'est l'ATP. L'ATP, quand elle est oxydée, en fait, tu as quatre grands cycles énergétiques. On ne va pas rentrer dans les complexes 1, 2, 3, 4. Mais pour faire simple, tout ça, ça fonctionne différemment dans un régime keto par rapport à un régime occidental riche en glucides. Donc, tu as ton ATP qui se transforme en ADP, qui se transforme en AMP et qui se termine en adénosine. Et l'adénosine libre, c'est le sommeil. C'est-à-dire que quand tu travailles toute la journée, tu fais ton sport, etc., tu as une accumulation dans ton corps d'adénosine. Quand tu as un certain niveau d'adénosine, tu as juste envie de dormir. Et c'est comme ça que la caféine fonctionne. La caféine vient contrer l'accumulation d'adénosine. Alors, la caféine que tu peux prendre dans un café ou de la molécule du thé, tu peux la prendre en supplément aussi. Quand tu commences à travailler sur la microbiologie, sur la chronobiologie chez les sportifs de haut niveau, sur les longues épreuves, etc., on peut amener de la caféine sous forme de complément alimentaire. Ouais. Elle vient s'opposer à l'accumulation d'adénosine. Sauf que le gros avantage en keto, c'est que de l'adénosine, tu vas en accumuler beaucoup moins. Okay. Parce que tu vas avoir un recyclage énergétique. Typiquement, on sait par exemple que quand on est un sportif, qu'on s'entraîne en course à pied avec des programmes d'entraînement, etc., on a ce qu'on appelle le seuil au lactate. Et ça, on peut le mesurer avec une simple goutte de sang. On sait l'accumulation de lactate qu'on a dans notre circulation sanguine. Et il y en a qui vont travailler jusqu'à 20 en lactate. Là, ça commence à piquer. Ce n'est pas le lactate qui pique, c'est l'accumulation d'ions hydrogène. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais pour faire simple, nous, en tant qu'utilisateurs du régime cétogène, on recycle beaucoup mieux ce lactate. On l'utilise. Tu vois, je te donne un exemple. Tu as beaucoup de sports très explosifs où on va te dire accumulation de lactate pour éviter, pour avoir une meilleure récupération, on va faire un décrassage après l'épreuve, par exemple. Donc, exercice de basse intensité. Typiquement, home trainer, 120 pulsations minutes. On va te dire ton cerveau, ton cœur sont des gros consommateurs de lactate. Donc, pour éviter l'accumulation, tu vas faire ce décrassage. Eh bien, en keto, il n'y en a plus besoin. Parce qu'en fait, le lactate, tu l'as déjà recyclé pendant ton épreuve. Tu deviens utilisateur du lactate. En fait, pour faire simple, ce que je résume est faux. Ce que je vais dire là est faux, mais c'est pour juste donner une image. Le lactate devient une sorte de déchet métabolique quand tu es en régime riche en glucides. Ouais. Et il devient juste un substrat énergétique quand tu es en keto, il est facilement utilisable. Alors, je rappelle, pour les puristes, venez pas me tomber dessus, ce que je dis là est faux. C'est une image pour symboliser. Donc, on a une meilleure utilisation du lactate en keto. Pas une accumulation, une utilisation. Et c'est pour ça qu'en fait, ça, c'est pour c'est pour ça que tu es en meilleur état le lendemain d'un marathon ou le surlendemain d'un marathon, lactate, mais aussi pour le sommeil, ATP, ADP, AMP, adénosine, molécule du sommeil, et tu as une meilleure résilience dans ce genre d'épreuve contre le sommeil. D'accord, ok. Ouais. Et ce qui explique aussi alors, parce que ça m'est arrivé aussi bien après les 100 km qu'après les 24 heures, où est-ce que j'avais des amis qui étaient là aussi, qui eux sont pas céto, et même s'ils n'ont pas fait la même performance, soit en kilomètres, soit en temps que moi, en fait, eux étaient complètement vannés. Donc, dans la voiture, eux, ils étaient derrière et c'est moi qui conduisais, en fait. Donc, c'est ce que tu dis, explique en fait, que j'ai gardé la pêche même pour conduire, quoi. Exactement. Tu as une moindre accumulation d'adénosine après ce type d'effort que. Et donc, du coup, c'est vraiment l'accumulation d'adénosine qui va induire la phase sommeil. Jusqu'à la phase irrépressible c'est-à-dire concrètement, si tu injectais de l'adénosine direct dans la circulation sanguine, boum, dodo. Ouais. OK ? Donc, c'est cette accumulation, en fait. D'accord. Qui joue dans le régime cétogène pour ce genre d'effort un peu hors norme, parce qu'on n'est pas fait pour être privé de sommeil 48 heures. Là, c'est hors norme. Et voilà l'explication. Ok, ça marche. J'ai appris quelque chose. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, sur la vigilance, quelqu'un qui serait sur un régime cétogène, tu sais, on pourrait imaginer que le régime cétogène réduise la mortalité sur les routes dans le monde entier. Parce que quand on voit l'impact d'un régime riche en glucides sur la vigilance, typiquement après les repas, genre 14 heures, genre 21 heures, 22 heures après un repas, etc.,
il y a beaucoup, et j'avais parlé d'un livre qui s'appelle en français Pourquoi nous dormons, qui est vraiment génial pour apprendre sur le sommeil, par le spécialiste mondial du sommeil. Et il explique clairement la quantité d'accidents qui pourraient être évités sur la route juste avec un problème de sommeil en moins. Et le régime cétogène impacte directement le sommeil et la vigilance. Après manger, on n'a plus ces problèmes de faut que Non, j'aille oui, faire une ça, sieste. c'est une des choses que j'avais remarqué au départ aussi, ouais. Et j'ai publié le témoignage de Cyril Lemoine, qui est 12 fois champion du monde de jet ski, qui est un ami, on se connaît depuis 1989. Et il me racontait que toute sa carrière de champion, il mangeait le midi, il était obligé de faire une sieste d'un quart d'heure, 20 minutes Ouais, avant ouais, sa compétition. Il passe en keto, c'est terminé. Plus ouais, besoin de dormir. ouais. Donc c'est directement lié en fait. L'alimentation et la vigilance et le sommeil, c'est directement lié. Ouais, ouais. Et là, et Donc du coup, tu te fais cette épreuve hors norme. Toi, tu l'as fini, 48 heures. 48 heures, ouais, je l'ai terminé, ouais. Ouais, ouais, je Énorme. l'ai terminé. Franchement, Ouais, bravo, parce ouais, que franchement, là, ouais, c'était ouais. chapeau quoi. Hein. Ah ouais, 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 ça c'était chouette. C'était vraiment un gros challenge, ça. Et, Ah, c'est clair. et pareil, donc en CETO, donc Bérénice, pareil que pour les 24 heures, avait préparé quelques petits trucs, mais quelques petits gâteaux, quelques petites choses, charcuterie, cacahuètes ou graines, et c'est tout. Et tout s'est super bien passé. Pas de pic. Mhm. Rien. Enfin, tout a été plan. Tout a été plan. Je dirais. Et puis après, donc justement sur cette gestion du sommeil, si il y a, c'est quand on était sur les vélos, le fait de pas bouger et Ah ouais. puis tu sais d'avoir les yeux fixés sur tes pieds qui font ça. Voilà, c'était parfois un peu dur. Mais sinon, pour le reste des exercices, quand tu es en mouvement et tout, ça passait crème, quoi. Donc ça, Bah, c'est même sur génial. ton 100 km, sur ta 24 heures de course à pied, c'est Oui, la même chose. Enfin, franchement, oui, je te dis, faire un ultra trail de 24 heures, c'est une chose, mais là, en boucle, tout le temps la même chose, tu as le côté hypnotique en fait de cette oui, c'est épreuve. ça, c'est ça. Je m'étais entraîné hein, pendant l'entraînement. J'allais dans un quartier un petit peu plus loin et je faisais j'ai fait des sorties de 4 heures en tournant toujours sur même parce que en fait c'était ce qui m'embêtait le plus. Ouais, ouais, c'est clair. Oui, mais, ouais, comment je vais faire? Et puis en fait non, une fois que tu te mets dans ta bulle, après ça va et puis après tu t'aperçois vite, c'est un petit peu quand tu côtoies tel ou tel milieu, tu t'aperçois vite que les gens qui font ça sont aussi perchés que toi. Mm. Oui, oui, bien sûr. Donc les discussions sont perchées, enfin bref, c'est parce que là sur les 24 heures, tu refais le monde, hein, et tu le refais même plusieurs fois, même, Ouais. avec Ne différentes serait-ce que variantes. ce dialogue mental, techniquement, tu vois, j'imagine que tu as dû passer par ça. Quand tu as ce genre d'épreuve, tu commences à avoir des douleurs. Tu as mal quelque part. Ouais, est-ce que j'ai mal? Bon, ça fait un quart d'heure que j'ai mal. Est-ce que ça empire? Est-ce que ça empire pas? Bon, là, ça fait 2 heures que j'ai mal. Ça va passer à 3 heures, la douleur a disparu. C'est Des ça, trucs qui c'est vrai. arrivent, qui repartent. Tu sais pas si ça va t'obliger à arrêter, à continuer. Enfin, c'est énorme, ça. Hein. Ouais, mais j'adore en même temps. Je crois un petit peu que c'est ce que je cherche quand je fais ce genre d'épreuve. Le fait de se retrouver un petit peu Et puis le participer. keto, en fait, enfin, ce genre d'épreuve, ce genre de sport, c'est je cherche la limite, où est-ce que je vais la trouver? Ouais, ouais, Et le régime cétogène, en fait, direct, il t'apporte une carte supplémentaire. Avec ça, tu repousses toutes tes limites. c'est ça. Donc c'est C'est un ça. nouveau terrain de jeu encore. Voilà, c'est ça. Et donc, en repoussant toujours mes limites, donc cette année, c'était 24 heures. Et là, donc pour l'année prochaine, je me suis inscrit au Marathon des Sables. Donc le Marathon des Sables, on part donc en tout, on part 10 jours, mais c'est 6 jours dans le Sahara marocain. Il y a trois courses à 35 km de moyenne. Une course sur 2 jours qui fait entre 80 et 90 km. Et le dernier jour, c'est un 42 km. Donc tout ça, forcément dans le désert, Ouais, chaleur. en autosuffisance alimentaire. Il n'y a que l'eau qui nous est fournie en fait par l'organisation. Donc on part avec le sac, avec nos affaires, avec notre bouffe, euh, et puis c'est parti. Et chaque soir, on sera dans un village, dans le village de la course, sous des tentes berbères.
Et puis on se débrouille pour s'occuper, pour manger, etc. Donc là, j'avoue que c'est vrai que le fait d'être en autosuffisance alimentaire, donc pour les recherches. Quand tu dis autosuffisance alimentaire, c'est vraiment au tout début de l'épreuve. Et donc, tu pars 6 jours sans avoir le droit qu'on te donne de la nourriture. On est d'accord? Voilà, c'est ça. Donc Ok. je pars avec mon sac, avec ma bouffe pour les 6 jours. Ok. Donc il ne faut pas non plus que ce soit trop lourd, parce que L'eau. le sac, on le garde tout le temps. Tu as de la Euh, chance parce que le keto, c'est le meilleur rapport Bah ouais, poids-puissance. c'est ce que j'imagine. Une étude qui nous la montre. J'ai un papier scientifique où ils mettaient ça en évidence sur les rations alimentaires de gens qui vont faire d'exploration arctique. Ouais. Avec, de mémoire, je ne sais plus exactement le chiffre, si c'est 30% ou 40% en moins de poids trimballé. Parce que là, c'est pareil, on parle sur 3 mois de traversée Oui, c'est sûr, arctique ouais. en autonomie complète. Et je te dirais, je pourrais te donner le papier. De mémoire, c'est 30 ou 40% en moins de poids en D'accord. moins. Ok. Ah oui, donc il ne faut pas que je m'inquiète. Alors, parce que c'est un peu le point, Tu parce vas que. partir avec un sac à dos plus léger que les autres. D'accord. Voilà. Et Ah ouais, typiquement, ouais. le truc de base qui me vient immédiatement, c'est rien de nouveau. C'est ce que les Indiens avaient et c'est ce que les Indiens utilisent toujours d'ailleurs, que je trouve ici. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur le réseau MiWi, là où il y a pas mal de gens avec qui je communique. C'est du pemmican. Alors, il y en a qui disent pemmican, ça dépend comment tu le prononces. C'est une recette indienne des Indiens d'Amérique. Donc, c'est à la base un mélange de graisse, un mélange de viande, et à l'époque, il y avait un mélange de baies. Alors, selon ce qu'ils trouvaient localement, ça pouvait être des baies séchées. Donc, il y a un peu de glucides, on va dire de l'ordre de 4-5%, 6% dans la ration. De la viande qui est broyée, mixée, et de la graisse animale broyée, mixée. Et ils en font des pavés que tu peux D'accord. garder cellophanés, par exemple. Ça tient à la chaleur, ça n'a pas besoin d'être réfrigéré, c'est séché. Et ça a une densité énergétique parfaite. Tu peux tout intégrer dedans, y compris les micronutriments, sel, etc. Et Ah, ça, ok. c'est une nourriture complète. Les Indiens ont survécu des siècles avec ça. Ah, mais je vais regarder ça, ouais, c'est intéressant. Ouais, C'est intéressant. ouais. Il y en a même un, j'ai fait une publication sur MiWi avec quelqu'un qui a 15 km de chez moi, qui produit ça avec des produits viande à l'herbe, enfin le top du top. Ouais. Et ils mettent un petit peu de miel à la place des baies. Donc, tu as une petite pointe de glucides dedans qui pourra t'aider avec, parce que là, tu vas dépenser quand même beaucoup d'énergie. Il Oui. faut pas être, Ouais. tu peux te permettre quelques grammes de glucides dans ce genre d'épreuve. Ouais. Mais l'avantage, c'est que c'est très facile à trimballer, pas besoin d'être réfrigéré, c'est bon au goût. Génial. Ça, c'est une façon de voir les choses pour s'alimenter. Ah ouais, tout à fait. Ouais, Et ouais, en ouais. rapport poids-puissance, c'est-à-dire, quand je dis poids-puissance, c'est le poids que tu vas transporter et la quantité d'énergie que ça va te délivrer. Ouais, c'est ça. C'est incomparable. Il n'y a rien qui fait aussi bien que ça. Ah, super. Super. Ah ouais. Ouais. Ouais, parce que là, après, moi j'ai regardé donc bon, après, j'envisageais, tu vois, de faire sécher des saucisses. Pourquoi pas? Alors, l'autre jour, j'avais discuté. Alors, ça, c'était rigolo, c'est pour la petite histoire. Il m'a dit surtout change de goût. Si tu prends de la viande séchée, prends aussi du poisson séché. Oui, oui, il y a du porc, il y a du porc, il y a de la Ouais, voilà. volaille, tu peux tout faire. Bah, c'est Poisson ça, séché, donc, ouais. parce que sur le coup, je cherche poisson séché. Je tombais que sur des trucs de alimentation pour les chats. Non, j'en avais parlé, j'avais fait un article sur le bœuf séché, je sais plus, en 2015-2016 sur notre site. Et la marque où il y avait le bœuf séché que je faisais venir de Hongrie de mémoire faisait aussi, parce que c'était le seul bœuf séché où il n'y avait pas de sucre dedans. Ouais. C'était juste de la viande et du sel. Et il faisait déjà poulet, porc et poisson, un poisson blanc séché. Ouais, bah là j'ai trouvé Jerky House. Oui, c'est Euh, celle-là, ouais, c'est eux. ça. Et Ouais, ouais, bah, ils en ont plein. Et alors ils en ont du céto, ils en ont oui, qui sont pleins de glucides aussi. tout à Mais, fait. ouais, il y a plusieurs sortes de poissons, poulet, bœuf, porc. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Donc ça, c'est assez sympa ça. Ça, et puis bon après, parce que je pense qu'il faut, enfin dans ce genre de truc, il faut quand même aussi se faire plaisir, quoi, parce que Le mental a une grande importance. voilà, exactement, parce que même si on part pour 35 km, 35 km dans le désert, c'est pas 35 km dans le nord de la France. Donc
je pense déjà qu'on va on va mettre bien plus de temps. Et puis après, sur sur le camp et tout ça, il faut quand même, il faut s'occuper, faut voir, c'est pas que du tourisme, mais on va rester sur place. Donc, il faut regarder un petit peu tout ça, il faut se reposer, il faut reprendre aussi les forces comme il faut, même si on a notre carburant, quoi, mais bon, c'est tout. Non, Il mais faut tout pas. à fait. Mais tu disais le mental est super important. Il y avait une étude qui avait été faite par Tim Noakes, où ils avaient comparé des groupes de coureurs à pied, où tu avais un groupe de coureurs qui utilisaient une boisson sucrée, c'est-à-dire qu'ils avalaient une boisson sucrée, et un autre groupe de coureurs qui mettaient en bouche la boisson sucrée, mais la recrachaient. Ouais. Et on s'est aperçu en fait que ça avait le même effet. Et typiquement, en fait, c'est juste nos papilles gustatives qui sont contentes avec ça, mais on n'a pas l'effet calorique, énergétique des glucides. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un aspect émotionnel, il y a un aspect mental qui est extrêmement important. Et on peut considérer que parfois, un aliment, en théorie, ne sert à rien, mais qu'il va être apporté à l'athlète parce qu'il va le satisfaire d'une manière ou d'une autre, et que ça va participer à sa performance ou au maintien de cet athlète dans la compétition, sinon on l'aura abandonné. À un moment donné, quand tu arrives avec un aliment qui te fait plaisir, il y a l'aspect énergétique, micronutriments, etc., qui est important, mais l'aspect plaisir est super important. Faut pas Oui. croire, faut pas le négliger. Ouais. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc, non, puis enfin, je trouve ça super intéressant, que ce soit au niveau aussi bien au niveau matériel que après nutrition, de faire ces recherches parce qu'en fait, ça me pousse aussi à aller farfouiller un petit peu par-ci par-là. Et donc, enfin, c'est pour ça que je suis super content en fait que toutes tes interviews en fait sont tombées à pic. Parce que, comme je te disais, là, même au boulot, je mets c'est un peu comme une radio qui tourne, mais il y a des trucs, ah bah tiens, j'entends un petit machin, hop, je prends des notes. Donc, parce que même si t'as pas besoin de me dire que manger keto, c'est bon pour la santé, etc., je le sais déjà, mais déjà, ça me conforte parce que je vois qu'avec Bernice, on n'est pas tout seul. Qu'il y a aussi d'autres gens qui tombent sur des personnes qui sont récalcitrantes. Ça fait du bien. Ça fait du bien et puis ça donne aussi des informations. Ça donne. Et puis, des gens comme toi qui se fixent des challenges un peu hors normes. Tu prendras le premier interview que mon ami Marc Vallée m'a donné. Je l'ai choisi en premier parce que Marc, c'est un geek. Donc, je savais Ouais, que pour tous les tests et tout, ça allait être facile avec lui, etc. Mais Marc, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un grand sportif. Donc, ultra trail de 160 km, etc. Mais c'est aussi un grand aventurier parce qu'il a navigué dans le nord du Canada, Alaska, en totale autonomie pendant des semaines sans personne. Donc, si tu veux partir dans la nature sauvage, les gens ne savent pas ce que c'est. Les Européens ne savent pas trop. Quand tu es français, que tu arrives pour la première fois aux États-Unis ou même au Canada, tu comprends ce que ça veut dire les grands espaces vierges. mm, Quand je dis grands espaces vierges, c'est que tu poses ta voiture, tu n'as pas de réseau, donc tu n'as pas de 3G, 4G, tu n'as pas de téléphone, tu pars dans la montagne et tu n'auras personne. Et tu peux voyager des semaines sans croiser le moindre être humain. Voilà, c'est ça les grands espaces. Et être totalement autonome, ça veut dire prendre la voiture, aller sur une route, te garer, attendre, et pendant 3 heures, tu croises personne. Ça veut dire que si tu crèves ta route, tu as intérêt à savoir la changer tout seul, etc., etc. On n'a pas cette habitude-là en voilà. Europe. Toi, les tempêtes de sable, par exemple. Ici, tu peux arriver, tu as une tempête de sable, tu vois pas à 1 mètre devant le capot, tu es obligé de te garer. Quoi. La nature, elle est violente et tu es souvent seul face à elle. Et en Europe, on n'a pas ces espaces-là où on est confronté à ce genre d'événements. Et donc, partir en autarcie, partir en autonomie alimentaire pour ce genre de choses, le régime cétogène, clairement, c'est la clé parce que la quantité de nourriture que tu vas embarquer sera moindre. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien parce qu'en même temps, tu me rassures. Tu me rassures Mmh. par rapport à ça parce que tu vois, comme c'est comme toute première fois, tu es toujours un petit peu. Et ce que tu me dis, moi, c'est chouette, je suis content. Bah, si ça t'a conforté dans ton choix. Après, c'est clair que c'est des choses qu'il faut essayer. Toi, le pemmican, par exemple, il y a plein de recettes différentes. Tu peux aussi le Ouais, fabriquer à la maison. Tu as plein de recettes qui sont ancestrales. C'est des vraies recettes ancestrales nord-américaines, des Indiens d'Amérique. Et il y a plein de gens qui ont intégré plein de choses avec plus ou moins de glucides, sans glucides. Enfin, ça dépend des morceaux de viande que tu vas utiliser, etc. Et c'est une très bonne façon d'emmener tout ce qu'il te faut en keto pour ce genre d'épreuve un peu longue. ok.
Et après, compléter, pourquoi pas, avec des choses qui vont être plus consensuelles, des fruits secs, des amandes, des noix, des choses comme ça, Ouais, bien qui sûr. ont une grosse densité énergétique quand même. 100 grammes de noix, tu es autour de 600 kilocalories. Ouais. Donc, tu es à 6000 sur 1 kilo. Voilà. Ça peut être intéressant aussi. Et puis, des choses, pourquoi pas aussi un peu de glucides. Tu peux t'autoriser, pour ce genre d'épreuve, bien sûr, des glucides. Hein. Il y a, par exemple, des fruits secs, des fruits Ouais. séchés, je veux dire. Les fruits séchés, tu retires l'eau, Ouais. c'est dans son sucre. Les gens qui vont dépenser 6, 7 000, 8 000 kilocalories dans la journée, on n'en a rien à foutre qui consomment 100 grammes de glucides. Ils restent en Ouais, keto quand même. Hein. ouais, Il bah faut oui, mettre les oui. choses Ouais, c'est sûr. en perspective. Ouais, ouais, ouais. Et des fruits séchés, ben, tu as retiré l'eau, donc du coup, c'est pas lourd, mais c'est dense, hein, Mm. typiquement. Et là, Ouais, ouais. au niveau bien-être émotionnel, des choses comme ça peut être une béquille Ouais, aussi. ça peut être, ouais, 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 ça peut être chouette. Ok. Bon, bah, super, super. Après, donc là, pour l'instant, ça c'est bon. Donc Qu'est-ce du que je coup, ton peux... régime cétogène, tu le découvres avec Bérénice, tu le mets en Ouais. place, il évolue comme elle, c'est-à-dire avec le temps, tu passes aussi de plus en plus carnivore. Alors, moi, j'aime encore, j'aime bien la salade. Donc là, D'accord. donc, moi, j'ai toujours, Tu as toujours ce goût pour les légumes. ouais, j'ai toujours, bah, ce goût. Ouais. Alors après, des fois, je me demande si c'est pas une habitude, tout simplement, en fait. Il ne faut pas forcer les choses, en fait, ça donne Non, ouais, naturellement. ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Peut-être Mais aujourd'hui c'est comme ça, et peut-être que dans 2 ans, ce sera voilà, autrement. exactement, exactement. Mais je vois une salade, ouais, j'ai envie. Après, un, alors c'est pas une salade, mais un avocat, ouais, j'aime bien avoir. Bah, je pense que comme je suis gourmand, comme moi j'aime bien avoir mon assiette bien remplie, quoi. Mais avec différentes choses, pas Mais avec avec un seul différentes choses. fruit. Ouais, voilà, c'est ça. J'aime Mhm. bien le multicolore et pas seulement une couleur, quoi. Donc, Ouais, mais t'es pas tout seul. Hein. Moi, j'ai déjà publié des témoignages avec des personnes qui sont en keto depuis une dizaine d'années aussi, et ils mhm. sont encore très focalisés aussi sur les végétaux. Donc, il n'y Ouais. a pas de règle en fait. L'important, c'est de faire ce qui nous convient. Après, enfin, c'est rigolo, c'est parce que ça m'a donné aussi le goût pour des choses que j'aimais pas avant. Euh, euh, il y a des, mince, Des du coup, radis noirs, des brocolis, du chou, des choses ouais, comme ça. voilà, toutes ces choses-là, ouais, que bon, après, avant, c'était un peu moyen. Maintenant, je raffole. Là, bah, par exemple, même Le navet aussi, peut-être. Le navet, c'est pas le mal navet, bah utilisé. ouais, hein, avant, tu m'aurais jamais fait manger ça. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais là, j'adore. Les gens, ils mangent des pommes de terre, ils ne mangent pas de navet. Mm. Voilà, c'est ça. Et il faut pas grand-chose en fait pour que ce soit. Là, je vois Bérénice, elle le passe elle me passe les choux ou les brocolis au air fry. Bah, Ouais. ouais, les brocolis au air fry, c'est génial ça. C'est un petit croustillant, c'est super bon. C'est super Ouais. bon avec du sel justement. Génial. Et ça, je peux même le faire moi-même, qui cuisine Mm. jamais. Non, non, Donc, mais c'est ouais, c'est comme ça qu'il faut le vivre en fait. Il n'y a ouais, pas de ouais. règle. L'important, c'est de trouver les choses qui fonctionnent pour vous. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Alors après, s'il y a, il y a des choses aussi que j'ai changées, par exemple, c'est le café. Le café, Mhm. ça j'ai arrêté, je me suis mis au maté. D'accord. Donc, enfin, alors, je cherche pas forcément la vertu, mais ça donne la patate. Et alors, c'est peut-être moins addictif. Et, et enfin, parce que le café, donc j'en buvais pas mal avant, et je sentais qu'au bout d'un moment, j'avais une boule Mhm. d'énergie en fait dans le ventre, mais qui voulait pas sortir. Donc ça maintenant, je l'évite parce qu'après tu es quand même nerveux et tout ça. Et il faut pas, des fois, il faut pas tout le temps être nerveux. Et avec le maté, ouais, j'ai trouvé ma boisson. Alors, c'est pas pour autant que j'en bois moins, hein. Je bois, je dois en boire peut-être au moins 2 litres, ouais, voire Ah 3 oui. litres par jour. Ouais, ouais, ouais. Mais Ouais. c'est pas grave, c'est bon. C'est vrai que quand on retire le café, si l'objectif c'est caféine, déjà c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de plantes qui contiennent une molécule qui va porter un autre nom, mais qui est au final de la caféine. Donc du coup, on a quand même ce besoin souvent d'avoir une boisson chaude le matin, une boisson Oui, chaude c'est avec ça, les ouais. collègues, Bah, un c'est truc comme ça. réconfortant, en fait, hein. Et complètement le supprimer, moi je suis un gros buveur de café, je m'en suis jamais caché. De l'autre côté, j'ai toujours dit que si vous pouviez supprimer le café de votre vie, ça serait enfin, ça sera meilleur. Hein. C'est pas Ouais, une ouais, plante ouais. indispensable. Mais socialement parlant,
c'est pas si simple le café, ou la Non. boisson chaude. Café, thé, ouais. Bah, après, socialement, il y a plein de choses en fait, hein. Ouais. Socialement, le café, le fait de pas manger de dessert, le fait, Mmh. l'autre jour, on était à Paris, donc on commande une entrecôte au restaurant, et on lui dit, surtout, pas de frites, ça sert à rien, on va pas les manger, mettez-nous autre chose, salade ou n'importe quoi, et puis on laisse sur le côté. Et le gars, il nous a regardé, mais avec des grands yeux, il nous a dit, bah, pas de frites. Bien sûr. Ouais. Non, pas de frites, mais on était fous, quoi. Ouais, c'est clair, Donc c'est c'est vrai clair. que enfin, socialement, il y a plein de choses. Bon, après, Ouais. justement, on apprend aussi, un petit peu, entre guillemets, «à faire le tri». Mmh. Bien On sûr. on 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 prend ça de qui ça vient. Donc c'est Ouais. tout, après, Aux et puis États-Unis, c'est différent parce que toi, contrairement à l'Europe, c'est qu'ici, ils ont l'habitude de tout à la carte. ouais, Donc ça choque aucun serveur, de oui, dire, «Je veux ça, je veux ça en moins, je veux ça en plus», enfin, c'est tout presque à la carte. ouais, ouais, c'est Donc ça. ils ont l'habitude, ça on ne veut pas, ça et personne ne te pose jamais de questions parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des gens, ils sont allergiques à un truc, ils sont véganes, ils sont machin et donc du coup, c'est normal là ici, de dire: «Je veux ça, pas ça, ça, pas ça, ça, pas ça». Bon, OK. En Bah, ça, c'est France, chouette. ouais, en France, c'est quasiment systématique, la corbeille de pain sur la table qui arrive, Voilà, voilà et puis après, c'est clair que s'il y a tu as un truc de viande, bah, les frites, c'est systématique aussi, hein, donc exactement, exactement. De toute façon, ça, on le dit tout le temps, quoi. Donc mmh, mmh. il y a ça et puis il y avait aussi un truc, oui, quand j'ai commencé keto, moi, il y avait, et puis j'ai commencé vraiment à me renseigner, je me suis aperçu que c'était par rapport au cerveau. Parce que moi, j'ai toujours eu peur et même si, enfin là, je pense faire, des choses qu'il faut. J'ai eu plusieurs cas d'Alzheimer dans ma famille et c'est une de mes peurs. J'ai pas envie d'avoir ça et donc j'ai vu, enfin dans les différentes choses que j'ai lues et puis, donc que c'était pas mauvais Non, non, c'est d'être beau, c'est keto là-dessus. clairement ouais, Et ouais. après, surtout avec l'huile de coco et tout ça, moi, je suis parti et ça, j'en prends, Mmh. 2 fois par jour, l'huile de coco. Oui, Heu, bah, c'est une très bonne source de lipides. ouais, Si tu veux, il y a quelques abrutis de nutritionnistes français qui ont été popularisés que le régime cétogène et l'huile de coco allait boucher vos artères, et cetera. oui, bien sûr, Donc mais clairement, je vais répéter et bien fort, souligner bien ce que je dis, puis aller lui répéter. C'est bullshit, c'est de la merde, littéralement. Il faut être abruti pour sentir ça. Quand on prend la littérature scientifique, toutes les populations qui mangent le plus d'huile de coco, et qui vont se situer en particulier, population ancestrale du Pacifique, qui vivent de façon ancestrale, ce sont les peuples qui ont le moins de maladies cardiovasculaires du monde. La littérature scientifique, elle est là, il suffit de la lire, hein. oui, C'est de bah, la connerie. aujourd'hui, je suis pas Et il y étonné, a en un fait. petit livre d'ailleurs, tout simple, tout petit, un petit livre comme ça, qui fait 70 pages et qui explique les bienfaits de toute l'huile de coco, avec une bibliographie d'études scientifiques. Pour quelqu'un qui veut s'initier déjà, hop, ça se lit en Ouais, 3 heures, c'est très simple. Donc l'huile de coco, très bien, bonne graisse, graisse saturée. Et l'huile de coco est particulièrement riche en ce qu'on appelle en triglycérides à chaîne moyenne, TCM. Et ces TCM, en particulier C8, C10, mais même vraiment spécifiquement C8, donc une molécule à 8 atomes de carbone saturés, a la particularité de très bien se transformer en corps tonique. Ça veut dire que sans changer les macros, donc même quantité de glucides, protéines, lipides, dans ces lipides, si vous passez de certaines formes de gras à de l'huile de coco, vous allez avoir une cétose plus importante. Typiquement, si tu prends juste C8, qui existe pur aussi, ça existe en bidon, tu l'as sur iHerb, bidon juste C8 pur, eh bien, tu peux avoir une cétose, par exemple, à 0,5 millimoles. Tu vas ajouter du C8 dans ton alimentation et tu vas monter à 1, d'accord. voire 1,5. Donc, les gens, par exemple, qui ont des traumas crâniens, qui veulent un peu plus de clarté mentale ou qui luttent contre d'autres pathologies, qui ont besoin vraiment de beaucoup de corps cétonique, ben, en utilisant cette graisse, ont plus de corps tonique. Et donc, l'huile de coco en fait partie. D'accord, d'accord. Ouais, mais ça, c'est vrai que la clarté mentale, ça, enfin, je trouve, c'est flagrant, quoi, en fait. Mais C'est pour expliquer Alzheimer, parce que maintenant, on commence quand même à avoir le principe d'explication, etc. Aux États-Unis, la maladie d'Alzheimer est connue sous diabète de type 3. ouais, Diabète de type ouais, 3. ouais. La maladie auto-immune, diabète de type 1. Diabète de type 2 étant lié totalement à notre alimentation trop riche en glucides, celle qu'on va faire à 50, 60, 70 ans.
Donc, trop de glucides dans l'alimentation, on fait un diabète de type 2, donc une glycémie élevée le matin, pas assez d'insuline en face, on finit avec des médicaments, des injections d'insuline et ça se termine en cécité, insuffisance rénale, amputation, etc. La maladie la plus bête du monde, 500 millions de personnes concernées dans le monde, qu'on peut guérir en quelques mois de régime cétogène. C'est la maladie la plus bête du monde. Et puis maintenant, ils ont appelé ça diabète de type 3, maladie d'Alzheimer, ce qui met ça directement en lien avec un problème de glycémie. Mais les dernières recherches nous montrent quelque chose de spécifique. Ce n'est pas vraiment l'hyperglycémie qui pose un problème dans Alzheimer, c'est l'hyperinsuline qui suit la glycémie. Et la vraie molécule toxique, c'est l'insuline. L'insuline. Okay. Voilà. Donc, pour faire simple, tes besoins en insuline en régime cétogène sont divisés par 4, par 5, par 6. Ta production endogène d'insuline est largement réduite. C'est énorme. Donc, tu es en régime cétogène, tu réduis ta quantité d'insuline que tu vas produire toi-même parce que tu n'en as plus besoin, beaucoup moins besoin, on va dire. Et donc, tu réduis mécaniquement ton risque Alzheimer. Juste avec ça. Juste avec ça. Ouais. Ah oui. Et donc, c'est pour ça que les personnes qui font un régime très riche en glucides, voire même qui développent un diabète de type 2 et qui ensuite vont s'injecter de l'insuline, sont à risque d'une maladie neurodégénérative. Il y a un lien direct, mais ce n'est pas, entre guillemets, purement les glucides le problème. C'est l'insuline qui accompagne ces glucides. Et donc, pour court-circuiter tout le problème, pour l'éviter, pour s'éviter un Alzheimer, il est préférable d'adopter un régime cétogène le plus tôt possible. J'en discutais avec le docteur Aranda, neurologue, il y a pas très longtemps, et on était d'accord pour dire que Alzheimer commence à se mettre en place 20 ans avant les symptômes. C'est ce que j'ai entendu. Ouais. Et il ne se passe rien pendant 20 ans. Vous ne voyez rien, on ne peut rien mesurer, il ne se passe rien. Et quand les symptômes arrivent, c'est déjà grave. C'est déjà un peu trop tard, quoi. Ouais, donc en fait, plus tôt on est en céto et au mieux c'est. C'est ce que je dis toujours. Contre un cancer ou contre un Alzheimer, la meilleure façon, c'est de ne pas en faire. Ouais. Et ça, c'est facile à prévenir. Bien sûr. Après, le curatif, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Alors, on peut faire des choses. Quelqu'un qui a déjà un Alzheimer déclaré, on peut vraiment ralentir. On peut faire des choses très importantes avec un régime cétogène bien formulé, des corps cétoniques, de l'huile de coco, etc. On peut. Mais ce n'est pas aussi bien que d'éviter complètement le développement de la maladie. Ouais. Et mettre un régime cétogène jeune à 25, 30, 40 ans, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Mais le lien, pour moi, était important parce que ça, c'est relativement récent. Hein. Le lien, vraiment, insuline. Insuline en tant que telle. Voilà. Ok. Non, puis après, donc ça, après dans les routines, c'est aussi à la maison, on a mis en route les bains froids. Ça, c'est sympa, ça. C'est sympa. Tout à fait. Alors, moi, j'en fais 2 fois par semaine. Enfin, j'essaie de faire ça 2 fois par semaine. Alors déjà, musculairement, ça fait du bien. Et puis, bon, après, il y a tous les effets que j'ai entendus dans tes différentes interviews, avec notamment la graisse brune. Et c'est vrai que tu sors de là, après tu vas dehors. Bon, chez nous, il fait quoi? Il fait, on va dire en moyenne, c'est entre 5 et 10 degrés. Mais moi, tout au long de l'année, enfin, déjà même avant les bains froids, j'étais en manche courte. Sauf qu'avant, j'étais en manche courte, mais je sortais avec un manteau manche longue. Que là, je suis en manche courte, mais je sors avec un manteau manche courte. Mais... je ne sais pas si tu as vu ça étant jeune ou. Moi, j'avais vu ça plusieurs fois quand j'étais petit, je ne comprenais pas. Tu voyais des gens, en fait, ils étaient en short toute l'année. Ouais. Et tu te dis, mais lui, il est fou. Il est fou. Il fait moins 10, il est en short et en t-shirt. Mais en fait, c'est juste des gens qui ont gardé leur capacité normale à créer de la chaleur. Ouais, c'est ça. Et moi, je fais un peu comme ça. Déjà, mais je suis toujours pieds nus. Même dehors, je suis pieds nus. Donc, voilà, mais notre société aujourd'hui, le fait que les enfants soient hyper emmitouflés, sors pas dehors sans ta veste, mets ta cagoule, mets tes gants, machin. Et donc, du coup, on n'a jamais cette souffrance, entre guillemets. Tu sais, toi, tu es sportif, donc forcément, tu le sais. Le corps, en fait, il désactive les trucs dont il ne sert pas. Hein. Tu n'utilises pas tes muscles, il va arrêter de les entretenir pour rien. Tu n'utilises pas ta graisse brune pour générer de la chaleur parce que tu es dans un environnement surchauffé, etc. Donc, boum, on désactive. En fait, le corps désactive tout ce qui ne sert à rien. Le corps, il est feignant. Tu prends un être humain, tu l'envoies dans l'espace, il perd 50% de sa masse osseuse en 1 an en tournant en orbite parce qu'il n'y a plus la gravité. Donc, le corps, il n'entretient pas des trucs qui ne servent à rien. Et
comme on est dans un environnement thermoneutre, c'est-à-dire qu'on n'est plus exposé au froid, la graisse brune est désactivée, alors que la graisse brune, elle est centrale pour s'éviter tout un tas de maladies métaboliques, pour s'éviter le cancer, pour lutter contre le cancer. C'est un puits métabolique, c'est-à-dire que la graisse brune, elle dépense de l'énergie pour générer de la chaleur. Quand tu prends quelqu'un qui a énormément de graisse brune, vraiment, type Wim Hof par exemple, que tu lui injectes un produit radiotraçant et que tu lui fais un PET scan, c'est-à-dire le même examen médical qu'une personne à qui on cherche des métastases de cancer. Eh bien, l'image, c'est comme s'il était métastasé. D'accord. Le glucose qu'on va lui injecter radiotracé, il va aller directement sur la graisse brune. Parce que c'est un puits métabolique. C'est pour ça que quelqu'un qui serait vraiment équipé de graisse brune et à qui on injecterait ça, il y a intérêt à prévenir, hein, qui fait des bains froids et tout ça. Parce que l'autre, il ne va rien comprendre à l'imagerie médicale. Tu comprends? Et comme il ne voit plus de gens qui sont dans ce contexte-là, parce que la graisse brune, on la perd tous, ben, le spécialiste de l'imagerie médicale, il ne va pas comprendre. Non? Voilà. C'est un vrai puits métabolique, c'est un aspirateur à glucose et c'est indispensable en fait pour notre bien-être, notre santé. Quand on dit on veut priver la cellule cancéreuse de sucre parce que la cellule cancéreuse est un aspirateur à sucre, etc., on peut réduire les glucides, mais l'exposition au froid, le développement de la graisse brune permet de priver la cellule cancéreuse de carburant. Et on a même des recherches scientifiques qui essaie avec certaines molécules, parce qu'on peut le faire, avec certaines molécules, de doper cette production de graisse brune pour priver la cellule cancéreuse. Voilà. Donc l'exposition, la simple exposition au froid, elle est à la base naturelle, mais elle a une vraie explication biologique. Okay. Donc bravo, parce que je sais que ça demande un peu de courage, c'est un peu, ah ouais, c'est un peu pour des fous avec ça. Là, on est descendu jusqu'à 6 degrés, là. 6 degrés, déjà. Et moi, je peux te le dire, j'étais hyper méga frileux. Moi, j'ai aucun problème avec la chaleur. Je tolère. Tu sais, je me rappelle notre voyage dans la vallée de la mort au mois de juin avec Neuilly. Pour rappel, c'est 52, 53 degrés. Moi, j'étais super bien. Ouais. J'adore la grosse chaleur. Ça me plaît bien. Par contre, j'étais hyper méga frileux. Mais vraiment. Moi, une douche, elle n'est jamais assez chaude, par exemple. Toi. D'accord, ouais. Par contre, l'eau froide, oh là là tu veux, je me rappelle, je m'étais baigné en Polynésie sur ma montre de plongée. J'avais 33 degrés enregistrés. J'étais bien là. Ah, ouais, 33 degrés dans l'eau, c'est bien. Par contre, la Bretagne, 20 degrés, j'y mettais pas un pied. Tu vois Et j'ai appris ce que c'était que la respiration de Wim Hof, l'exposition au froid et tout. Dans l'article que j'avais publié sur Wim Hof, il y a une vidéo de moi qui est en train de courir en short dans la neige. Ouais. Voilà. Comme quoi, même les plus frileux, ben, ils peuvent faire quelque chose. Il y a une méthode, on peut y arriver. J'avais fait l'expérience une fois, je suis allé en Finlande et j'avais fait l'expérience d'être dans le tu sais, la pièce sauna et puis de plonger dans le lac là. Mais alors, ce qui m'avait fait rigoler, c'est que, bon, déjà, les sensations, alors là, c'est indescriptible, hein, mais c'est que une fois que tu es ressorti du lac, tu n'as qu'une envie, c'est retourner au sauna. Et quand tu es au sauna et que tu es tout sec, bah, tu n'as qu'une envie, c'est retourner pour avoir de nouveau ces sensations. Ça, c'est super rigolo. C'est pas culturel là-bas. Nous, je me rappelle, la première fois, on a été à Copenhague, au Danemark, et ils se baignent dans la mer du Nord, et tu as des jetées où c'est qu'il y a des bateaux, tout ça, et tu as plein de petits saunas de 1 ou 2 personnes, et les gens en libre service, ils font ça, sauna, flotte. Enfin, c'est culturel. En France, on passe pour des fous à vouloir faire ça, mais dès qu'on va au Danemark, Suède, Norvège, Finlande, tous ces pays-là, carrément. Oh, ça, c'est chouette. Mais ça reste une bonne expérience, en tout cas. Tout à fait. Et ça a beaucoup de vertus au niveau des neurotransmetteurs, au niveau du nerf vague, au niveau du cortisol. Enfin, ça a beaucoup de vertus. C'est pas ésotérique du tout. Hein. Il y a beaucoup de science sur les bains froids. Il y a beaucoup de science sur en particulier les bains froids, même avant Wim Hof, hein, parce que culturellement, c'était étudié, c'était déjà pratiqué avant. Ouais. Beaucoup de science sur les bains froids, beaucoup de science sur les saunas. Non, puis ça, et même, moi, je sais que j'ai pour habitude aussi, c'est le matin la douche, donc elle est bien chaude, mais la dernière minute, je tourne. Ça fait un drôle d'effet, hein, mais. Et Wim Hof, tu sais, sa méthode est très pédagogique. Il expliquait comment commencer les bains froids, commencer avec une douche, donc déjà l'eau n'est pas à 0. Commencez avec une douche, puis faites 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Montez petit à petit crescendo. Et c'est la bonne méthode pour y arriver. On ne peut pas jeter directement dans l'eau à 0 degré. Non, parce qu'en plus, ce sera même dangereux. Il y a une vraie douleur après.
Et il ne faut pas arriver à ce niveau-là. En fait, il faut bien comprendre qu'une exposition au froid, c'est comme si je te dis, tu n'as jamais couru de ta vie, et là, tu vas faire 160 km. Ah, ça va vraiment piquer. Alors que quelqu'un qui est très entraîné, bah, il va les faire, mais ça ne va pas le tuer. Les bains froids, c'est pareil. Alors, si on est entraîné, notre corps est équipé pour réagir, et on va faire ce qu'il faut, et ça ne va pas être douloureux. Si vous y allez trop rapidement, ça va être douloureux, et vous allez abandonner. Donc, ça ne sert à rien. Non, c'est clair. Okay. C'est génial tout ça. C'est un vrai changement de vie. Encore une fois, je le remarque. Oui. À la base, tu changes ton alimentation, puis finalement, tu plugues d'autres choses, tu expérimentes d'autres choses, tu vas chercher des limites. Et dans le bien-être, tu trouves du bien-être en fait. Parce que comme tu es, déjà, même dans l'exposition avec les gens, donc toi, tu cherches à savoir plus. Donc, forcément, ça travaille. Comme tu cherches plus, tu trouves encore d'autres informations et ça te conforte. Et du coup aussi, tu es plus curieux. Donc, tu fais d'autres expériences. C'est tout un chemin. Tu parlais de la course à pied tout à l'heure. Comment t'en es arrivé à essayer course pieds nus, foulée médio-pied? Tu as lu le livre de Solarberg CL? Qu'est-ce que tu as vu Ça, au départ, c'était quoi au départ? Au départ, j'avais lu des articles, ça devait être suite à, comment il s'appelle le bouquin, la Bible. Life Training de Solarberg. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, donc c'était suite à ça. Donc j'avais pas lu le bouquin, mais j'avais lu des articles. Et en fait, la façon, j'ai vu la façon, la technique, tu sais, comme je disais tout à l'heure. C'est pour ça que j'avais approfondi le CrossFit. C'est pour connaître un peu la mécanique du corps. Et après, c'est comme si je lis un bouquin ou comme quand j'écoute, si ça me parle, si je comprends, on va essayer et on va voir. Alors, les premières fois, alors j'ai pas osé courir pieds nus tout de suite. J'ai investi dans une paire de Vibram Five Finger là. Et puis, je me suis lancé. Alors, c'est vrai qu'au début, tu sens un petit peu les cailloux. Mais bon, ça passe vite parce qu'il y a l'épaisseur. Ce qui m'a plus marqué au départ, c'est les courbatures au niveau du tibia, puisque tu cours complètement autrement. Mais après, une fois ces douleurs-là passées, tu t'aperçois que tu n'as plus mal la douleur en bas du dos, tu n'as plus ton genou. Ouais. Et donc, tu dis, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Et puis après, que ça, je veux souligner quand même, c'est quand même fou. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre un truc. Nous serions la seule espèce sur Terre incapable de courir sans chaussures. Tu vois l'exposé, comment il est stupide. Bon, du coup, il faut bien comprendre qu'on a des marques de chaussures qui ont essayé de nous vendre des chaussures en long, en large, en travers pour courir, pour faire tout ce qu'on veut. Les gens ont oublié qu'on pouvait courir, qu'on était fait pour courir sans chaussures. Et que le vrai problème, c'est que la chaussure en tant que telle, aujourd'hui, comme elle est faite, a changé notre foulée, a changé la biomécanique. Et il y a beaucoup de problèmes qui sont arrivés à cause de cette chaussure. Et quand tu la retires, les problèmes sont tirés. Moi-même, j'avais plein de problèmes quand j'étais jeune, hypercroissance, tendon d'Achille, etc. Quand j'ai lu son livre, ça a été une claque. J'ai investi, à l'époque, c'était des Altra, donc petite, pas de drop, large boîte à l'avant, etc. Et après, je suis passé aux Five Fingers. Mais quand on comprend la biomécanique, le nombre de foulées par minute, etc., le retour de jambes, etc., on dit, mais en fait, on est des fous. On est des fous. Et j'ai fait des ultra-trails, enfin, j'ai fait des trails, non pas des ultras, j'ai fait des trails où j'ai couru avec des gens qui étaient. Ça m'est arrivé 2 fois. Les gens, j'étais en Five Fingers, 2 fois, des podologues sont venus me tenir la conversation pendant que j'étais en train de courir. Forcément, ils me prenaient pour un fou. J'étais le seul à courir en Five Fingers avec 300 bonhommes. Ouais. Et le mec, il est podologue et il a des Oka avec une semelle comme ça. Exactement, exactement. On a vu le même style de personne. Non, mais c'est vrai. Voilà, et quand tu te dis, la meilleure foulée, en fait, c'est nu-pied. Alors, vous prenez une piste d'athlétisme qui est propre, il n'y a pas de clous, de verre, de quoi que ce soit. Vous enlevez vos chaussures, vous allez voir comment vous allez courir. Vous allez tout de suite avoir la bonne foulée, la bonne mécanique. Elle va arriver immédiatement sans chaussures. Elle est très différente. Et c'est une mécanique qui est basée sur le muscle, sur le ligament, sur le tendon, et pas sur l'articulation. Donc, du coup, c'est beaucoup moins traumatisant pour les chevilles,
C'est une sorte de ressort, en fait. Soderbergh l'explique super bien dans son livre Light Fit Running. La chaîne musculaire, en fait, elle fait un travail exceptionnel et la chaussure empêche ça. Le fait d'arriver avec le talon d'abord, c'est une catastrophe biomécanique. Va courir pieds nus en tapant le talon pour un premier. Là, c'est pas possible, c'est impossible. et on voit la connerie du monde dans lequel on vit, puisque 99% des gens, du coup, savent pas courir. Ouais. C'est vrai. Alors que tout le monde va te dire, moi, je sais courir. Tu vois, les petits enfants, on leur apprend à nager. Tout le monde prend des cours de natation pour apprendre le crawl, la brasse, etc. On ne sait pas nager, on sait faire le chien, mais c'est tout. Oui, voilà. Marcher et courir, tout le monde est censé savoir. Donc les gens, quand tu leur dis tu ne sais pas marcher, tu ne sais pas courir, ils ne veulent pas te croire. C'est comme quand tu leur dis tu ne sais pas respirer. Notre nez est fait pour respirer, pas notre bouche. Donc quand tu commences à apprendre les méthodes de respiration, ça change vraiment tout. Quand tu fais du 120, 130 pulsations minute au taquet, juste avec ta respiration nasale, et que ça te prend des semaines pour arriver à monter juste avec le nez, tu t'aperçois que tu ne sais pas respirer. Mais elle mettre dans la tête des gens, ça prend du temps. Oui, c'est comme le keto. Mais tout ça, c'est lié. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, on revient toujours à la même chose. Mais si tu n'es pas dans le rail actuel, tu es bizarre. Mais c'est tout. On est dans un monde où le sportif, et même la population en général, ne sait pas manger, ne sait pas dormir, ça peut se mesurer, ne sait pas respirer, et ne sait pas courir. Et tout ça, ça s'apprend. Exactement. Et quand les gens comprennent qu'il y a un truc qu'ils font qui ne va pas, ils commencent à ouvrir des livres pour réapprendre, leur vie change. Ben voilà, c'est ça. Il ne faut pas être persuadé de tout savoir. Il faut... On apprend à tout âge, on apprend au fur et à mesure de la vie, et c'est tout. Et il faut accepter justement toutes ces choses-là, quoi. Et c'est surtout comprendre que ce qu'on sait, ce n'est pas des connaissances, mais souvent des croyances qui reposent sur rien. Et que quand on se focalise sur la connaissance, la preuve, l'évidence, là on s'aperçoit qu'en fait on avait juste une croyance et qu'on ne savait pas. Typiquement, les glucides sont indispensables pour notre cerveau, sinon on meurt. Si on prend un peu de littérature, on se rend compte que ça c'est faux. Et c'est pour tout comme ça. Voilà. Mais ça après, c'est un autre débat, mais c'est aussi l'orientation de l'information. C'est énorme et ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal. Parce que, oui. Et puis il y a aussi le fait que les gens ne veulent pas dire « je ne sais pas ». Tu vois, techniquement, tu vois, des enfants posent souvent beaucoup de questions. Et à un moment donné, les parents ils sont saoulés par ces questions et puis ils racontent un peu n'importe quoi. Alors qu'à un moment donné, s'ils disaient je ne sais pas, et on va chercher ensemble. C'est plus intelligent que de raconter une histoire pour que les enfants vont. Ça, je me rappelle, j'aime bien le film avec Paul Vord, Rien à déclarer. Je ne sais pas si tu l'as vu avec Danny Boone. Et j'aime bien à un moment donné parce qu'il décale les frontières de Belgique en France. Et puis il parle à son gamin. Et puis son gamin lui dit « Mais les étoiles, papa, les étoiles, elles sont belges aussi ?» Oui, ça monte. La Belgique, elle monte jusqu'au ciel. Donc les étoiles, elles sont belges. Puis le petit, il dit « Oui, mais la Terre, elle tourne, papa. Les étoiles, elles bougent. » Et là, il lui raconte une connerie parce qu'il ne sait pas quoi répondre, en fait. C'était stupide qu'il raconte à la base. Eh bien, on ne devrait pas se satisfaire de réponses stupides. On devrait, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème à dire à un moment donné, quand on me pose une question sur le moment où je sèche, je ne sais pas, je vais chercher. Oui, tout à fait. Mais genre, les glucides sont indispensables pour notre cerveau. Ça, c'est une telle ânerie que continuer à la répéter. Quand j'entends des diabétologues dire ça à la télé, mais j'ai les cheveux droits sur la tête et tu vois ce qui me reste. C'est fou. Une société qui s'enterre dans des croyances comme ça. C'est clair. Bon, c'était un beau témoignage. Quels sont tes prochains projets alors? Du coup, ça se passe quand le marathon des sables? Le marathon des sables, c'est au mois d'avril. Bon, alors avril 2024, je vais penser à toi. Ouais, merci. Et puis, si tu as besoin d'adresses pour trouver du Pémican ou des recettes, enfin, les recettes se trouvent écoute, je vais fouiller un petit peu ça. Il n'y a pas de souci, mais je t'enverrai certainement un message, il n'y a pas de problème. Et c'est certainement le truc secret à transporter. C'est ce qui sera le moins long dans ton sac à dos avec la plus grande densité énergétique. Je vais faire fouiller ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, et puis donc l'entraînement, on va démarrer ça vraiment à partir du mois de janvier, quoi. T'as pas de problème avec la chaleur? Non, tu tolères déjà bien la chaleur?
Quand j'y suis, ouais, je tolère. Après, ici, c'est vraiment le truc. Autant dans la région, je peux m'entraîner sur le sable parce qu'on a des longues plages, on a des dunes, on a tout ce qu'il faut. Mais par contre, au niveau de la chaleur, on est loin Ça va être ça des la 40, clé, parce que 45 degrés. Ouais, ouais, la chaleur, il y a une course, la Badwater, dans la vallée de la mort, donc c'est un ultra trail oui, dans la vallée de la mort au moment où il fait le plus chaud. j'ai déjà lu des choses Et ouais, là, dessus. elle est mortelle Ouais, cette course. ça Et en va être fait, le truc le plus dur, c'est pas la distance, c'est la chaleur en tant que telle. la chaleur. Ouais, ouais, ouais. Chaleur, déshydratation, du coup, c'est énorme. Ben voilà, c'est ça, c'est ce que dans les différents témoignages que j'ai lus, ils disent de se méfier parce que il fait tellement chaud qu'on ne voit pas, enfin, on ne sue pas. Ta transpiration, en fait, elle Ouais, s'évapore au fur et ouais, à mesure. Du coup, ouais, tu ouais. restes avec une peau sèche. Donc, Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Donc, il faut faire très attention et à la limite, il faut boire mécaniquement. Donc, Faut ça, voir. ouais, Que ouais. ça se réfléchit. L'hydratation, c'est un art, vraiment. Il n'y a pas Je de pense règle. que, ouais, il faut le voir, il faut Déjà, en keto, tu as le cycle de l'eau qui est vraiment impacté, c'est-à-dire que tu vas moins boire et moins transpirer. ouais, Par rapport à quelqu'un qui est riche en glucides. Parce c'est qu'il va sûr. dépenser du glycogène, il va perdre cette eau qui va avec, etc. Donc, ils vont perdre plus d'eau, ils vont devoir en boire plus, donc boire plus de sel. Enfin, c'est plus compliqué. Toi, en keto, tu pars avantagé parce que tu as beaucoup moins ce problème-là. C'est au moins Ouais, 30% moins. ouais. Maintenant, ton eau, il faut qu'elle rentre dans tes cellules. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention entre les apports en sel, pas trop de sel, mais pas manquer de sel non plus. Mais pas non plus, ouais. Voilà, c'est vraiment un juste équilibre. Il ne faut pas que ton eau reste dans l'estomac, il faut qu'elle soit absorbée par l'intestin. Et ça, c'est pas si simple. En théorie, Et oui, mais en pratique, ouais, voilà, c'est ça. Et justement, il y a la question, alors, parce que là, je sais pas, ils ont changé d'organisation jusqu'à maintenant, ils donnaient toujours des pastilles de sel et là, il est question qu'ils n'en donnent pas. Et moi, je m'étais posé aussi justement la question, pastilles de sel ou pas pastilles de sel, sachant que, ben, par rapport à mes besoins, quoi, en fait. Donc, je sais pas, ça, il faut. déjà, il faut considérer que c'est impérativement quelque chose que tu trimbales avec toi. Donc, on ne va pas parler de jus de légumes ou autre chose, c'est Non, mort. voilà. Maintenant, moi, j'ai jamais été très fan des gélules ni des pastilles parce qu'il y a une mauvaise dissolution. Donc, D'accord. quelque chose d'effervescent, pourquoi pas. Quelque chose de bien mélangé à l'eau, pourquoi pas. Mais il faut trouver les bons dosages. Ouais. Ouais. Entre le Ouais. potassium, le magnésium, le sodium, pourquoi pas un peu de reste. C'est important de trouver les bons dosages. Il faut qu'au goût, ça soit agréable. Il ne Oui, faut pas que aussi. tu aies l'impression de boire de l'eau salée, ça ne marche pas sinon. Voilà. Donc, c'est pas facile parce qu'idéalement, il faut faire des essais en conditions réelles et tu n'as pas En cette condition, en chaleur-là. chaleur, voilà, il n'y a pas la chaleur. Ouais. Mais Ou bon, alors, sinon, tu te payes une après-midi complète dans un sauna. ouais, voilà, ouais. Voilà, puis tu vas suer, boire, Et puis, ouais, suer, voilà, boire, voir comment ça se et passe, voir au comment ça se goût, tout passe. ça. Ouais. Mais j'en ai parlé avec justement avec l'ami avec qui je vais le faire là, et je lui ai dit il faudrait qu'on arrive à se trouver un sauna, mais dans lequel on peut, alors parce qu'on va pas pouvoir courir dans le sauna, mais on pourrait emmener un vélo ou un truc comme ça. Donc on est Pourquoi en train de pas? chercher ça. On est en train de Ouais, chercher. bah, ici aux États-Unis, enfin à Colorado, on a ça. C'est des grottes avec des sources chaudes dedans. Ouais, Donc, mais ouais. c'est des vraies grottes à la base. Les Indiens les utilisaient à l'origine. Donc tu pourrais te trimballer avec un home trainer dedans. Ouais. Ouais, avec, ce serait sympa. Bah bon, la route est un peu longue là. Bon, écoute, c'est un super témoignage. Je vais te laisser Je te le remercie. mot de la fin si tu veux laisser un message, un message d'enthousiasme aux gens qui nous écoutent. Oui, bah, enfin, si vous débutez, surtout continuez, persistez. Il n'y a que du bon. Il y a que du bon, mais faut bien l'intégrer. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, il faut vous renseigner, il faut que vous sachiez pourquoi vous le faites, parce que si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, vous n'y arriverez pas. Oui. Donc voilà, c'est tout. Allez-y, allez-y, foncez. Merci beaucoup pour ce précieux témoignage, Bah, FX, et je merci te à toi, souhaite c'était vraiment un le honneur. meilleur pour ta longue course. Là, tu vas pouvoir vraiment en profiter. C'est clair. Merci Merci beaucoup beaucoup. à toi. Salut.